Notre feu sacré aujourd'hui est Néma Jornaud. Tout en elle est passion. Sa carrière de chirurgien du cœur avec les transplantations cardiaques, son virage inattendu vers l'art, elle a ressuscité Le Corbusier. Comment cette femme altière parvient-elle à concilier ses carrières et sa famille? Bonjour Néma. Bonjour Viviane. Je suis très heureuse de parler avec toi aujourd'hui dans ce bel endroit, le musée d'art et d'histoire de Genève. Et je suis particulièrement heureuse aussi d'essayer de comprendre qui est derrière cette femme de passion et de passion au pluriel. Tu es chirurgien en cardiologie, c'est déjà rare pour une femme. Tu as monté des expositions sur Le Corbusier. Tu as fait des pièces de théâtre, tu as fait jouer des pièces de théâtre. Mon Dieu, tant de passion. Alors qui est derrière cet être passionné, Néma? Une femme, tout simplement, qui a eu la chance d'être tombée dans un chaudron, très petite, par rapport à mon métier, donc à la chirurgie, puisque j'avais décidé de faire de la médecine à 5 ans, de la chirurgie à 11 ans et de la cardiaque à 15 ans. Mais à 5 ans, qu'est-ce qu'on sait de la vie à 5 ans? Comment est-ce qu'on peut décider d'être médecin? Tu avais des médecins autour de toi, dans ta famille? Oui, il y avait des médecins, mais c'était tout simplement une histoire d'amour. Je suis tombée folle amoureuse de l'odeur de l'éther. Waouh. C'est vrai. Et j'ai dit à ma mère, c'est vrai que ça m'avait impressionnée. Donc à l'époque, on devait m'opérer. Et ce tampon d'ouate sur le nez m'avait assez impressionnée. Cette odeur m'avait impressionnée. Et à mon réveil, j'ai demandé à ma mère de m'acheter tout bêtement une tenue d'infirmière ou de médecin pour les fêtes de Noël, et je ne l'ai pas eu. Alors j'ai dit à ma mère, écoute, tu diras à ton Père Noël, très bien, je n'en ai pas besoin, mais je serai médecin. Et c'est comme ça que c'est parti. Elle fait partie de celles qui font battre les cœurs en redonnant la vie. Néma Jornaud est chirurgien cardiovasculaire. Première femme en Suisse à réaliser une transplantation cardiaque, c'est dans l'une des disciplines les plus difficiles de la médecine qu'à force de courage et de volonté, cette femme d'origine algérienne a su s'imposer. Travailleuse forcenée, médecin passionné, le docteur Jornaud a le talent de ceux habités par la vocation. As du scalpel au tempérament d'artiste, femme de cœur mais aussi femme d'esprit, sous l'impulsion de son mari, Néma s'est prise il y a peu d'une nouvelle marotte pour Le Corbusier. Comme la chirurgienne ne fait jamais les choses à moitié, en quelques années, Néma Jornaud est devenue une spécialiste reconnue et respectée de Le Corbusier. Catalogue raisonné, exposition et même pièces de théâtre sur l'artiste. Du monde médical au monde de l'art, la trajectoire de Néma a de quoi surprendre, mais c'est tant mieux, car elle adore ça. Néma, dans ta famille, cette annonce de ton désir d'être médecin, ça a été pris comment? Parce que c'était... Oh, merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Mes parents ont été très ouverts avec leurs enfants. Et, vous étiez combien de frères et sœurs? On est 5. 5. Et je crois qu'on avait la liberté totale de choisir ce que notre vie serait, notre vie professionnelle. Donc une très belle éducation Une éducation faite d'amour aussi, faite de passion. Je me souviens de grandes discussions, de grands débats philosophiques et culturels. Et c'est vrai que mes parents, notamment mon père, a tout fait pour que nous puissions être déterminés très tôt et que nous puissions être responsables. Et tu as été, en tant que fille, élevée comme tes frères? Oui, il n'y avait absolument aucune différence. Et il faut dire que tout ça se passait en Algérie, parce oui. Que c'est assez extraordinaire de penser que donc une fille était élevée à l'égal d'un garçon. Je crois que la femme en Algérie a très tôt pris son indépendance et sa liberté dans la société active et dans la société tout court, dans la société musulmane. Donc soutenue dans tes projets, oui. Tu as dû quitter quand même, donc tu as été à l'école oui. En Alger, oui. Et puis tu as dû partir. Oui. À quel moment es-tu partie? Quel âge avais-tu? C'était quand j'avais terminé ma médecine, donc j'avais fait mes études générales de médecine, mes 7 ans. Il n'était pas question du tout que je vienne en Suisse.
Je devais aller à Paris pour 3 ans. Et après quoi, il était question que j'aille aux États-Unis. Donc j'étais déterminée à faire de la chirurgie cardiaque et me former aux États-Unis. Et je dirais heureusement, par les circonstances de la vie, j'avais ma marraine qui était ma tante et qui était très malade, qui habitait Genève. Et j'ai dû arrêter une année parce qu'elle désirait que je sois à ses côtés. Et donc j'étais là pour elle. Et c'est comme ça que je suis restée. Et après, je crois qu'il faut rester disponible. C'est une... comment dire, le fait qu'on soit disponible, on est à l'écoute, donc on peut avoir des opportunités absolument merveilleuses. Et tu es partie à un moment à Paris, je crois. Oui, je suis partie à Paris pour me former en transplantation. Il faut dire que le professeur Fedouti, qui était le chef de service de la chirurgie cardiaque à Genève, donc m'avait engagée dans son équipe. Et en 1904, il savait déjà depuis le début que je voulais faire de la transplantation. Alors au début, il m'a dit, on n'en est pas encore là, il faut encore performer la chirurgie coronarienne. Et quelques années plus tard, dans les années 84, 85, je me souviens, il m'a appelé à son bureau, il était 18h, il me donne 3 livres et il me dit, voilà Naïma, dans 6 mois, vous devez être prête. Bien sûr, je n'ai pas dit non, c'était le rêve qui devient réalité. Il m'a fait une lettre d'introduction pour aller donc, dans le service du professeur Cabrol, à la Pitié-Salpêtrière. À Paris, donc. À Paris, qui m'ont reçu. Et c'était devenu mon 2e centre. Quelle vie de travail, complètement dédiée à ta passion et à ton métier, puisque tu travaillais la semaine à Genève et le week-end à Paris. Oui. Donc 7 jours sur 7. Oui. Ça m'intéressait, donc il y a rien à dire. Quand on aime quelque chose, je crois qu'on ne sent pas le temps passer. Au contraire, il passe trop vite. Pour l'éternité, Naïma restera dans l'histoire de la chirurgie comme la seule femme en Suisse à avoir réalisé une transplantation cardiaque. Formé au sein de la prestigieuse équipe du professeur Cabrol à la Pitié-Salpêtrière, le docteur Jornon était à l'époque sous la responsabilité directe du professeur Ganjbar. Celui-ci a gardé le souvenir d'une Naïma pleine de détermination. C'est une femme qui était perfectionniste. Ce qu'elle souhaitait, c'est que ça soit au mieux. Ce qu'elle souhaitait, c'est que ça soit parfait. Il y avait d'une part la perfection, et puis d'autre part la curiosité d'aller toujours en avant, de trouver des nouveautés. Donc c'est ça qui caractérisait pour cette période que j'ai eu le bonheur de la connaître. Une trajectoire professionnelle exemplaire essentiellement passée à l'hôpital cantonal de Genève, où don de soi total et investissement absolu faisait partie du quotidien de Naïma. Chef du service chirurgie, le professeur Morel a passé de longues années aux côtés du docteur Jornon. D'abord, elle était toujours présente, que ce soit en salle d'opération, que ce soit dans la bibliothèque, que ce soit en recherche. Naïma Jornon existait partout. C'était une femme gaie, c'était une femme enjouée, c'était une femme très enthousiaste, imaginative et bien sûr, vous l'avez compris, extraordinairement travailleuse. En 15 ans, Naïma aura réalisé plus de 50 transplantations cardiaques. Opérée en 1989 par la chirurgienne, Jean-Pierre Héberzold n'oubliera jamais celle qui lui a sauvé la vie et qui occupe encore une place à part dans son cœur. Je considère que c'est un peu la mère de ma 2e vie, comme je dirais, puisque j'étais on me donnait une espérance de vie de 3 mois au moment de mon opération. Et réellement, ça a été ce que je pourrais appeler une résurrection, disons. C'est un peu de l'ordre des anges qui descendent du ciel, quoi. Tu as donc fait ta première transplantation en quelle année, Naïma? Alors, nous avons effectué la première transplantation, donc le professeur Fedouti, le service, en 1987. Naïma, qu'est-ce que tu as pensé la veille de la transplantation, la nuit d'avant, quand tu savais que le lendemain, tu allais avoir cet immense challenge? Oh, je ne savais pas du tout. On n'a pas le temps de penser. On a un patient qui est sur la liste, c'est vrai, mais on ne sait pas qu'on va le transplanter demain ou tout à l'heure, puisqu'on est dépendant des donneurs. Après cette première transplantation, j'imagine qu'on s'écroule de fatigue, mais quel sentiment? Après la première, oui. Nous n'avions pas le temps de réfléchir. Pour nous, il fallait s'occuper
de la suite post-opératoire, donc du patient. Et on n'avait pas le temps ni de nous réjouir, ni de philosopher. Donc là encore, beaucoup de présence à l'hôpital, j'imagine, ou à portée de téléphone. Toujours, toujours. Et il n'y a jamais eu de carambolage entre ta vie professionnelle et ta vie de famille? Ça paraît extraordinaire, ça. Non, il n'y avait pas, parce qu'il y avait une entente et il y avait un partage qui était consenti et qui était réfléchi. Tu as 2 enfants très brillants, très intelligents, qui réussissent bien. Comment as-tu concilié ta vie de médecin, de chirurgien et ta vie de femme et de mère, Naïma? À mon sens, il y a un point qui était pour moi extrêmement important. C'est l'échange qu'on a avec l'autre, que ce soit avec un enfant, un mari, un parent, un malade, ou tout simplement un être qu'on rencontre. L'échange que j'ai eu avec mes enfants a été intense. Quand il fallait être là, j'étais là. La discussion qu'on avait, donc que j'avais avec mon fils autant qu'avec ma fille, était toujours un échange de qualité. Tant et si bien qu'aujourd'hui, mon fils, qui a eu 18 ans, me parle et me dit « Tu sais, maman, maintenant tu n'es plus ma mère, tu es devenue mon amie ». Et je crois que ça, c'est un très beau cadeau qu'il m'a fait. Non seulement parce que c'est toujours agréable d'avoir un ami en son enfant, mais c'est tout simplement aussi pour moi de me dire, eh bien, j'étais pas toujours présente, mais l'échange a passé. Et donc, je suis convaincue que si on est avec son enfant à son écoute et qu'on lui donne 1 heure, mais 1 heure intensément à lui, eh bien, on a tout gagné. Donc, plutôt peu, mais bien, que beaucoup et mal. Et mal. Oui. Et ça, c'est un peu ta devise aussi. C'est ma devise, oui. C'est vrai. Ta famille, quelle a été leur réaction de savoir que leur fille chérie était un chirurgien en cardiologie et qui plus est faisait des transplantations cardiaques? Ils ont été très heureux. Fiers, j'imagine. Et assez fiers, oui. Assez fiers. Et c'était quand même la consécration d'une éducation de tolérance, d'ouverture. Je ne sais pas si c'est le mot de consécration, je le trouve un peu fort. Il me semble qu'on n'a pas encore fini, j'ai pas encore fini mon parcours. La consécration, je ne la trouve pas du tout dans le métier ou dans la réussite professionnelle, mais dans le partage avec l'autre, dans la sublimation de la vie, et non pas dans une trajectoire professionnelle. Tu as des exemples de ça? Je me souviens en particulier d'une anecdote que j'ai eu à vivre. Il s'agit d'une dame qui avait 89 ans et qui a fait un arrêt cardiaque alors qu'elle était en vacances à Cannes. Et cette dame donc, a été rapatriée en urgence, intubée, donc endormie. Et à son réveil, elle m'a remercié de l'avoir sauvée, comme elle disait. Et donc, elle me dit, il y a 6 mois, je voulais mourir, mais voilà, j'ai découvert quelque chose de merveilleux, j'ai découvert l'amour. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui était bien plus jeune qu'elle, de quelques 10-12 ans. Et elle me dit, maintenant, je n'ai pas envie de mourir, j'ai envie de vivre. Merci de m'avoir rendu la vie. Au 6e mois, cette dame revient vers moi, après l'opération, en allant très très bien, et elle me dit, docteur, croyez-vous que nous puissions nous marier? Oh, c'est joli. Et elle s'est mariée. Elle avait pensé que tout était terminé. Oui, elle voulait mourir. Elle voulait mourir. Et à 90 ans, elle concrétise ce qui était très beau pour elle et qui fait que toute sa vie a mérité d'être vécue. Et c'était pour moi une très belle leçon. Et c'est pourquoi je te disais, ce sont des petites perles que j'attache au collier de ma vie, parce que par ce métier, justement, on apprend et on s'enrichit par des expériences des autres, et des belles expériences. Mais alors, tu étais au sommet de ton art, en quelque sorte, et tout à coup, tu as décidé de bifurquer. Non, je n'ai pas bifurqué, j'ai continué autrement. Raconte-moi ça, Naïma.
Aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours été accompagnée de livres. Et les livres font partie intégrante de ma vie. Et l'art aussi, on en a besoin dans notre métier et puis on en a besoin dans notre vie. Et un jour, la fondation, Fondation Le Corbusier à Paris, a demandé à Jean-Pierre, mon époux, de faire le catalogage des œuvres. Et pour diverses raisons, je propose à Jean-Pierre, s'il était d'accord, que j'allais le faire avec lui, mais pas un catalogage, un catalogue raisonné. Nom Charles-Édouard Jeanneret, surnom Le Corbusier. L'architecte célébrissime fait partie intégrante de la famille Journoud. En épousant Jean-Pierre, historien de l'art, Naïma a aussi embrassé la passion de son mari envers l'artiste. Ensemble, ils ont écrit un catalogue raisonné, une sorte d'inventaire analysé et expliqué de l'œuvre du grand homme. Elle est tombée dans le chaudron, si vous voulez, et puis elle s'est mise avec moi. Elle a dit, écoute, on va le faire ensemble. Et j'ai dit oui, évidemment, toi avec ton œil scientifique, avec tes scalpels, tu vas entrer dans l'analyse technique de tout ça, et moi je serai celui qui apporte l'enthousiasme de l'art et tout, je serai un peu le chasseur, et tu seras la cuisinière qui va préparer de bons petits plats. Et dans la cuisine des Journoud, les plats sont gargantuesques. À ce jour, le couple a réuni pas moins de 35 000 documents originaux sur l'artiste. Une collection impressionnante, unique, pour un résultat final qui l'est tout autant. 1176 pages réparties sur 2 tomes. Et ensemble, on a pu faire cet enfant, cette chose que je l'appelle notre enfant parce que vraiment on y a mis de l'amour. Le catalogue terminé, il y a tout juste un an, les Journoud ont su persuader cet homme, César Mentz, d'organiser une double exposition sur Le Corbusier. Intitulé La synthèse des arts, le projet a permis de découvrir les talents cachés de l'architecte, également peintre, sculpteur et écrivain. C'est d'ailleurs à force de ténacité que Naïma a su imposer cette idée, qui au départ suscitait pas mal d'interrogations. Et vous savez, ça m'a étonné parce que je me suis dit, elle est chirurgienne, qu'est-ce qu'elle fait dans un truc pareil, pour le dire vulgairement. Et après, j'ai bien compris sa méthode de travail. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui est extrêmement méticuleuse, qui applique des méthodes scientifiques, ce qui est nécessaire. Naïma, elle ne lâche pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Parce que c'est très lourd de choix. Ce sont 2 univers tellement différents que abandonner la transplantation cardiaque pour tout à coup entrer dans le monde de l'art au meilleur niveau, là aussi. Il faut expliquer ce choix, cette décision, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais quitté donc l'hôpital en 1995 où je m'étais installée. Et puis en 2000, je me suis installée définitivement à 100%. Installée veut dire que tu as ouvert ton cabinet, tu as travaillé essentiellement de chez toi. Voilà. Donc fini les transplantations. Donc fini les transplantations. Et en tant que médecin installé, je n'y avais plus le droit. Bien sûr. Et il y avait donc pour moi il y a eu une sorte de vide à ce moment-là ? Un champ de libre. Non, vide, pas du tout, parce que on a plein de choses à faire. Et j'aime les challenges. Le travail ne me fait pas peur. L'art, j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de le faire sans poser de questions. Parce que si on se pose trop de questions, je crois qu'on n'y arrivera pas. N'est-ce pas? On ne fait pas, parce que c'est vrai que c'était important. Je devais énormément lire, comprendre. Comment analyser un tableau? Je n'ai jamais fait de ma vie. Je n'ai pas fait d'histoire de l'art. Donc j'ai dû beaucoup étudier d'abord, savoir ce qu'était en fait la lecture, tout simplement, d'une œuvre d'art, d'une peinture. Et puis ça m'a passionnée. Est-ce que tu dirais que c'est la rigueur qui est importante et que lorsqu'on a appris à fonctionner avec rigueur, on peut appliquer son esprit quasiment à n'importe quoi? Je dirais qu'il faut, pour moi, c'est d'abord la passion. Parce que quand on a la passion, la rigueur, on la trouve. Je dirais d'abord cette envie. Et dans le mot envie, ce qui est merveilleux, c'est que ça veut dire ce que ça veut dire. Envie. Donc on est dedans la vie. Et cette envie donc, est essentielle. La rigueur vient. Alors il n'y a pas eu seulement un catalogue raisonné, il y a eu des expositions. Oui, il y a eu une exposition
qui est né en fait de la fin de ce catalogue. C'est vrai qu'on a rencontré César Mels, qui est le directeur des musées de Genève, et qui a été absolument formidable. Il a été merveilleux parce qu'il a cru en nous. Donc vous avez réuni l'essentiel des œuvres de Le Corbusier. Je crois qu'il n'y a jamais eu au monde une exposition aussi complète. Oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on réalise une telle exposition parce qu'il faut dire que jusque-là, c'était la Fondation qui prêtait ses œuvres et les expositions ne dépassaient pas une quarantaine, 45 peintures en tout. Là, vous avez réussi à réunir combien de... Je crois 141 huiles, 137 peintures et 6 ou 7 émaux. Et à force de vivre ainsi avec Le Corbusier, Naïma, tu en es venue à imaginer son personnage et avoir envie de le faire revivre sur une scène de théâtre. Oui. Et là, c'est encore une autre corde à ton arc, c'est encore une autre passion. Explique-moi comment tout a commencé. Écoute, c'était après une conférence que j'ai donnée à Paris. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean Winiger, qui est auteur-compositeur, qui a écrit Une nuit radieuse, donc la pièce sur Le Corbusier. Et quand il est venu vers moi, on s'est rencontrés, on a repris la pièce et on l'a complètement réécrite. Et c'est comme ça qu'est née cette aventure d'écriture de la pièce. Un décor champêtre pour une énième séance de répétition. Sous l'œil de Naïma, l'acteur Jean Winiger peaufine son interprétation du Corbusier. On ne doit jamais représenter, illustrer un personnage, imiter un personnage. Non, je crois qu'il faut d'abord rester toi-même, aller vers le personnage, en te disant que Le Corbusier était avant tout un humaniste. Depuis plusieurs mois, le docteur Journoud s'essaye à la mise en scène. Un nouveau costume semble-t-il taillé sur mesure pour la chirurgienne qui, en un rien de temps, a su gagner la confiance de l'homme de théâtre. Naïma, c'est quelqu'un avec qui, tout de suite, je me suis senti en confiance totale et en pouvant lui dire tout. Elle a un respect de l'acteur, de l'artiste, qui fait qu'on était tout de suite en pays de connaissance où on pouvait dire là, tu l'as mal joué, là, il manque ça, là, il n'y a pas ça, le texte ici, etc., etc. Il y a une chose que je voudrais aussi que tu rendes dans la pièce, dans le jeu, c'est l'élément de jeunesse. Je crois que je cerne mieux le personnage avec... C'est à cette époque que j'ai dessiné la merveilleuse... En Corbu plus vrai que nature, Winiger sur scène fait revivre les moments forts de l'histoire du célèbre architecte. Mais pour étoffer toujours plus le personnage, en coulisses, Naïma ne cesse de s'impliquer dans toutes les phases de création, en spécialiste averti et passionné. Elle bosse, comme peu de gens de théâtre alors, je veux dire. Hein. Elle ne laisse rien qui ne passerait pas par le filtre de son exigence et du contrôle de ce qu'elle dit. Ce seront les lumières qui vont apporter l'architecture de la scène et de la mise en scène. Elle vibre avec nous, elle monte sur scène, elle va dans la cabine de régie, les techniciens l'adorent. Vous savez, au théâtre, quand on se fait respecter et aimer des techniciens, c'est qu'on est vraiment de la baraque. Et donc tu es devenu metteur en scène, éclairagiste. Et alors là, c'était de nouvelles sensations, une nouvelle expérience? C'était une très très belle expérience parce que c'est encore une fois un peu, quand je compare à la chirurgie cardiaque, c'est une épreuve formidable, formidablement humaine parce que c'est un travail d'équipe. Quel est le sentiment que peut ressentir un auteur, un metteur en scène au moment où la salle se remplit et la pièce va se jouer? Alors j'ai ressenti la même émotion que le jour où j'ai dû passer mon baccalauréat, l'épreuve de mathématiques, c'est-à-dire que j'avais le ventre dans les chaussettes. Alors le succès, donc les applaudissements? Oui, c'était merveilleux, les applaudissements, on les a reçus, c'était chaud au cœur. Pour nous, c'était non pas une victoire, mais une sensation que celui qui est venu partager ce moment avec nous a peut-être compris notre démarche, mais surtout
à partager un moment avec Le Corbusier. Neema, la passionnée, qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion de cette émission? Qu'est-ce que tu aimerais donner comme message? Il y a une très très belle phrase peut-être qui sera le mot de ma fin, comme disait la maman de Le Corbusier à Le Corbusier, une phrase qui m'a beaucoup touchée. Ce que tu fais, fais-le. Alors il faut faire ce qu'on a envie de faire. Alors ça sera le mot de la fin, effectivement. Merci Neema. Merci Neema, la passionnée, pour ce beau moment passé ensemble. Merci à toi, Viviane. Merci.